Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Studio Kalangou. 3 sujets ont dominé l'actualité ce mois-ci. La deuxième attaque terroriste qui a visé l'aéroport de Niamey le jeudi 18 juin 2026. À suivre dans le Forum de la presse de ce soir, les analyses de nos confrères sur les consultations et concertations entre les autorités béninoises et nigériennes pour la réouverture de la frontière commune. L'actualité, c'est aussi la poursuite des confrontations pour la phase des poules de la Coupe du Monde 2026. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Memouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir. Abba Chari Arimi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Mokhtar. Et Ousseini Issa Jibo, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur Studio Kalangou commence dans un instant. Selon le ministère de la Défense nationale, l'attaque qui a visé l'aéroport international Diori Hamani de Niamey le 18 juin passé a fait 13 morts, dont 11 éléments des forces de défense et de sécurité et 2 civils. 4 autres personnes ont été blessées. Le ministère indique également que 22 terroristes ont été neutralisés. Une vingtaine de suspects ont été interpellés lors des opérations de ratissage. Maimouna Diado, selon la même source, la réaction rapide des militaires a empêché les assaillants d'atteindre l'aérogare. Que faut-il réellement retenir au sujet de cette attaque qui a visé l'aéroport de Niamey le 18 juin passé? Merci beaucoup Mokhtar. D'abord, je compatis en tout cas à la douleur des familles qui sont endeuillées. Et à la nation. Parce que c'est la nation aussi qui est endeuillée. Et prompt rétablissement aux blessés. Et ce qu'il faut retenir, que c'est la deuxième fois, en tout cas, que l'aéroport de Niamey a été visé. La première fois, c'était en janvier. Donc, quand on regarde janvier à juin, ça fait à peu près moins de 6 mois qu'il y a eu les 2 attaques. Maintenant, pourquoi l'aéroport Diori Hamani de Niamey? C'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces assaillants veulent concrètement au niveau, en faisant cette attaque au niveau de l'aéroport? Mais il faut aussi reconnaître la promptitude de nos forces de défense et de sécurité qui étaient déjà en alerte, je pense bien, parce qu'il y a eu des gens qui ont rapporté que la même nuit, vers minuit, il y avait autant de patrouilles de militaires dans cette zone-là. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà informés, mais ils ne savent pas à quel moment peut-être qu'il y aura ces kamikazes-là. Donc deuxième chose, il faut également saluer la population. La population de l'aéroport a énormément contribué également dans la maîtrise de cette situation, de cette attaque-là au niveau de l'aéroport. Quand je dis la maîtrise, c'est quoi? C'est parce que après lors du ratissage, on a vu des jeunes, on a vu des femmes, on a vu des hommes qui étaient pratiquement dehors en train de porter main forte aux forces de défense et de sécurité. Donc ça aussi, ça veut dire que le message a passé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque individu est une sentinelle de la nation. Ça veut dire que chaque individu accompagne les forces de défense et de sécurité dans... C'est très important selon vous. Oui, c'est très important dans cette situation. Mais ce qu'il faut également essayer de sensibiliser, c'est qu'au cours de ces rafales, que les populations ne se hasardent pas à sortir. Cette population doit se mettre à l'écart parce que ça peut entraver aussi le bon fonctionnement, le travail de ces forces de défense et de sécurité. Parce que quand vous voulez tirer, il y a de ce côté une population qui, tu ne sais même pas, sur qui tu vas tirer. Mais après l'attaque, il faut aider les... après l'attaque, quand c'est le ratissage, quand tout est calme, là... sortez pour pouvoir identifier les assaillants, parce que les assaillants... Et les dénoncer. Parce que les assaillants étaient un peu éparpillés, en tout cas en débandade dans la ville. Donc ça, c'est sur cet aspect-là de sensibilisation qu'il faut revenir. Il faut attirer l'attention
de ces jeunes-là que quand il y a rafale, quand il y a quelque chose, quand les armes crépitent, il faut se mettre à l'écart. Mais lors du ratissage, sortez et portez main forte à nos forces de défense et de sécurité. Et vivement aussi, en tout cas, que les forces de défense et de sécurité puissent être arrivées à bout. Oui, puissent être encore renforcées davantage en matériaux pour pouvoir arriver à bout de cette situation d'insécurité. Merci beaucoup, Maïmouna Diado. Abakar Arimi, pour rappel, les événements du 18 juin constitue la seconde tentative d'infiltration enregistrée dans la zone aéroportuaire de Niamey. Quelle est votre opinion à ce sujet? Est-ce que c'est une question d'opinion? C'est un fait. On a vu que c'est la deuxième attaque et il y a une certaine concentration. Apparemment, de façon stratégique, les terroristes, n'est-ce pas, veulent s'en prendre à l'aéroport parce que c'est une vitrine d'abord. Quand on va dire ça, ça veut dire que ça peut discréditer notre pays. Notre aéroport, n'est-ce pas, qui est le lien principal avec l'extérieur, peut être évité, n'est-ce pas? En tout cas, et c'est ça le terrorisme en fait, c'est de créer la peur, c'est de susciter la peur au sein de la population et de tous les usagers. Ils sont parvenus à le faire déjà sur certains tronçons, notamment la route du Burkina, et pour aller à Ouaga, il faut contourner par Cotonou, tout ça. Et donc, c'est la même chose, à mon avis, qu'ils veulent faire. Parce que, bon, ce n'est pas, à mon avis, ils ne rêvent même pas de prendre l'aéroport de Niamey et de s'y installer. Malheureusement, c'est des enfants d'autrui qu'ils envoient à l'abattoir. Parce que, depuis toujours, nos forces de défense et de sécurité ont montré leur capacité à faire face à ce riposte, n'est-ce pas, rapide et efficace. Et là, on parle déjà de 22 morts, n'est-ce pas? Sans compter ceux qui ont été pris après. Ce serait intéressant de s'appesantir sur la nationalité, notamment de ces personnes. Et le mode opératoire Oui, bien sûr. Bon, le mode opératoire, j'ai trouvé ça, justement, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils utilisent toujours la même démarche pour venir attaquer. Il semble qu'ils étaient à bord d'un taxi et même ils auraient arraché un minibus avec lequel ils ont pu perpétrer l'attaque. Il ne faut pas se leurrer. On ne souhaite pas qu'il y aura prochainement. Et donc, aussi, la vigilance doit être démise. Ça, c'est évident. Parce que après cette attaque, il y a eu aussi plus de multitudes d'attaques dans les villages vraiment de la périphérie de notre pays, ou surtout de la capitale. Donc il faut que la vigilance soit de mise. Maintenant, en ce qui concerne la population, moi je pense que nos forces de défense et de sécurité font correctement leur travail. N'est-ce pas? L'idéal, c'est de leur faciliter la tâche. Quand il y a une telle attaque, n'est-ce pas, c'est que chacun reste chez lui, n'est-ce pas, et vraiment soit concentré sur l'information qui va venir et sur ce qu'on va leur demander de faire. Parce que si les gens sont à la maison, même, ils sont même, en cas de ratissage, plus efficaces. Parce que si quelqu'un saute chez vous et que vous êtes dehors, comment vous allez le dénoncer? Comment vous allez le voir? Quelqu'un rentre dans votre chambre, sur votre lit, si vous êtes dehors pour soutenir quoi que ce soit. Donc, c'est de rester et que des balles perdues ou vraiment des erreurs ne se répètent. Et puis, on peut même arrêter quelqu'un sans le savoir. Parce que c'est des gens aussi qui ressemblent à tout le monde, qui viennent généralement, il semble qu'ils étaient habillés comme nos forces de défense et de sécurité, mais ils peuvent tout simplement être habillés aussi comme nous. N'est-ce pas? Ce vendredi, tout le monde est en djellabia, il porte un bonnet, machin, ils peuvent faire la même chose. Et c'est l'arme qui fait l'activité. Donc, moi, à mon avis, vraiment, c'est que la population, n'est-ce pas, soit vraiment très vigilante, n'est-ce pas? C'est pas de gaieté de cœur qu'on tue, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils sont venus tuer qu'on les a tués eux-mêmes, n'est-ce pas? Et c'est carrément de mettre à côté, même les images, à mon avis, on ne doit pas faciliter la circulation de ces images-là sur les médias sociaux. D'aucuns disent que les terroristes capturés constituent une mine d'informations. Au lieu de les tuer, il faut les garder, il faut les maîtriser. Justement, il faut les maîtriser et c'est avec eux seulement qu'on peut avoir. Il semble que
une de leurs bases, non loin de l'aéroport, a été, n'est-ce pas, démantelée grâce à la collaboration. Grâce aux informations. Voilà. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Mort, tu tues l'information aussi. Mais quand quelqu'un vient t'attaquer frontalement, la première défense, c'est de lui tirer dessus, comme il te tire dessus. Maintenant, celui qu'on arrive à prendre, il faut plutôt vraiment le mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité. Parce qu'eux, ils savent comment recueillir les informations nécessaires. Merci beaucoup, Abakari Arimi. Ousseini Sajibo, cette attaque a suscité des vives condamnations à l'international. L'Algérie, l'Union africaine et le Bénin ont exprimé leur solidarité avec le gouvernement et le peuple nigérien. Que faut-il comprendre à travers ces messages? Je pense que c'est une situation qui est là. C'est la deuxième fois. Je partage entièrement ce que Maïmouna, comme Arimi, on dit. Je partage entièrement. On parle de terreur. Lorsqu'on parle de terreur là, il faut que les gens comprennent bien une chose. Ils ne sont pas là pour prendre l'aéroport parce qu'ils ne peuvent pas garder ça sur la durée. Ils viennent, ils sèment la terreur et ils s'en vont. Et il y a des intérêts stratégiques sur le plan de la défense. Il y a des avions de militaires, il y a tous ces... Des avions civils parce que les pèlerins ont commencé à regagner. Voilà, non, mais surtout les avions militaires, les drones et tout. On a attaqué aussi Tawa. Il ne faut pas perdre de vue ça. L'aérodrome de Tawa a été l'objet. Maintenant, ceux-là qui sont en train de soutenir, c'est une question de solidarité. Ce qui est en train d'arriver au Niger, le Bénin aussi est confronté à ça aujourd'hui. À l'époque, ils ne pensaient pas que ça allait venir chez eux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est dans une dynamique où il faut créer les conditions pour mutualiser les forces. Pour mutualiser les forces. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pendant longtemps, du fait un peu de la situation dans laquelle on s'est trouvé, le Bénin était un peu en marche, n'est-ce pas? On a connu ça aussi au moment où le Mali et le Burkina étaient dans les difficultés. On a connu ça aussi où des gens sont sortis pour les insulter. Ça a progressé jusqu'au Bénin aujourd'hui. Dans le nord Bénin, ils pénètrent, ils font des exactions contre les populations, contre les positions militaires, n'est-ce pas? On est dans cette situation-là. Aujourd'hui, ce nouveau président Ouadani, là, il a compris, je pense qu'il est dans une dynamique. Il a appris la leçon. Il a appris la leçon. Et même les autres qui ont condamné nos pays par rapport à cette prise de position. Ils sont en train de revenir. Ils sont en train de revenir parce que tout simplement, ils considèrent que c'est un fléau. Un fléau, on se met ensemble pour combattre. On ne peut pas se mettre en marge pour considérer que ça les concerne. Ils ne savent pas maîtriser ça. Progressivement, c'est en train d'atteindre tous les pays jusqu'au golfe de Guinée. Le Togo a quand même été attaqué. Le Ghana, la Côte d'Ivoire. Ils ont tous été victimes d'actes terroristes. Alors, il faut créer les conditions d'une synergie. Une union sacrée. Mais bien sûr, pour pouvoir combattre ça, au-delà de toute autre considération, parce que les gens sont allés dans des considérations, au-delà de toute autre considération, il faut... Quand il y a attaque en France terroriste, il faut bien voir comment les gens réagissent. Quand il y en a aux États-Unis, il faut voir comment les gens réagissent. Moi, je pense que, c'est des soutiens de principe. Ils sont obligés de soutenir, de condamner, de soutenir le Niger dans la lutte, le Mali, le Burkina, le Bénin, dans la lutte que ces pays sont en train d'être menés pour amener la paix. C'est des choses qu'on ne connaissait pas avant. Et tout ça, il ne faut pas perdre de vue que c'est des intérêts stratégiques qui sont derrière les ressources naturelles. On ne veut pas que nos pays puissent gérer les ressources dont ils disposent. L'or, l'uranium, le pétrole, tout ça. Il ne faut pas déplacer, comment ça s'appelle, les partenaires. Trouver de nouveaux partenaires. Il y en a qui considèrent comme la France que ça doit rester entre les mains de la France. On a fait le combat avant même que ceux qui s'agitent aujourd'hui. On a fait le combat en amont pour dire le truc de panafricanisme, l'altermondialisme, pour dénoncer ces choses-là. Il y en a qui ne connaissaient pas ça tout. On est allé dans des forums, je parle sous le contrôle de Armi. Ce forum où des gens sont venus expliquer et on a pu apporter notre contribution par rapport au débat sur ces questions des ressources pétrolières et minières. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des nouveaux acteurs qui sont là.
Merci beaucoup. Ils considèrent qu'il n'y a rien qui a été fait. Merci beaucoup à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet, la deuxième attaque terroriste qui a visé l'aéroport de Niamey le jeudi 18 juin 2026. Chères auditrices, auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore 2 sujets à aborder. Nous observons une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur Studio Kalangou. La frontière entre le Niger et le Bénin est actuellement toujours fermée. Cependant, les 2 pays ont entamé un processus de normalisation diplomatique et des comités d'experts se sont réunis à Cotonou pour définir les conditions d'une réouverture prochaine. Abachari Arimi, les négociations directes entre le Niger et le Bénin ont été lancées le samedi 20 juin à Cotonou. Que faut-il comprendre au sujet de cette rencontre de Cotonou? Écoute, moi je pense qu'il faut d'abord s'en féliciter. Personne, entre les 2 voisins, entre les 2 frères, personne n'est contre l'ouverture de cette frontière. Et c'est sûr que c'est aussi l'avis de la population. Les raisons qui ont fait que cette frontière a été fermée a été expliqué à plusieurs reprises, surtout par les autorités nigériennes. Et de part et d'autre, les gens ont compris. Voilà, les gens ont compris. Et la préoccupation aujourd'hui, c'est surtout du côté nigérien où on demande le respect d'un certain nombre de principes avant l'ouverture. Parce que sinon, on a quand même fermé cette frontière et resté fermée pendant 3 ans. Il ne sert à rien de venir l'ouvrir parce qu'il y a eu un changement de président de l'autre côté et puis c'est tout. Non, moi je pense qu'il faut formaliser. Et là, on parle d'accord militaire entre les deux pays. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Je crois qu'il y en avait, non, si je ne m'abuse, que ça a été dénoncé, mais je crois qu'il faut revenir là-dessus. Et autant que le Bénin, le Niger a suffisamment à donner dans un tel accord, parce que oui, le Bénin n'a peut-être pas connu de problème, mais tous les pays de la sous-région qui ont connu des problèmes de sécurité ont quand même été aidés par le Niger. Mais l'autre chose dont il faut tenir compte, c'est la présence des ennemis du Niger. Il faut appeler le chat par son nom. De l'autre côté de la frontière, oui, c'est vraiment de leur pays qu'il s'agit. Ils ont la souveraineté d'accueillir qui ils veulent, traiter avec qui ils veulent chez eux, mais de ne pas servir de passerelle. De base arrière. De base arrière, parce que si ce n'est pas d'attaque directe, il y a au moins le renseignement qui peut jouer un rôle essentiel, chose que nos amis de l'autre côté ou nos anciens amis savent très bien le faire et nos généraux en sont conscients et donc ils attirent l'attention sur cet aspect de la chose. Je crois que quand tout ça sera balisé vraiment et bien tamisé, oui, on est très d'accord que cette frontière-là, la population en a suffisamment souffert. Certains produits certainement continuent à coûter cher à cause du transport qui vient du Togo, n'est-ce pas? Et donc ça va changer, ou qui contourne par le Nigeria pour arriver chez nous. On espère que ça va changer incessamment et qu'on va tourner cette page vraiment pas très intéressante pour nos populations. Merci beaucoup, Abachari Arimi. Ousseini Sajibo. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Mohamed Toumba, la réouverture de la frontière dépendra d'abord des garanties sécuritaires, comme l'avait affirmé tout de suite Abachari Arimi. Quelle analyse peut-on faire au sujet de cette position de Niamey? Moi, je soutiens la position, n'est-ce pas? Mais je vais dire une chose. Ce sont des dits. La frontière est fermée. C'est le pont qui est fermé, n'est-ce pas? Parce que... La navigation continue sur le fleuve. Mais sur le fleuve, tu sais, pour faire passer un véhicule du port, tu arrives, tu sais, ça coûte combien? 150 000 francs. 150 000 francs en fonction du gabarit du véhicule, n'est-ce pas? Le trafic n'a pas cessé. Les piroguiers
Il y en a qui ont amené pour pouvoir. Et c'est pour ça que il y en a qui sont pas contents qu'on dise qu'on va rouvrir le pont, n'est-ce pas? Ils trouvent leur compte. Mais bien sûr, les piroguiers. C'est florissant. J'ai traversé entre Malanville et j'ai traversé. À travers les pirogues. Pirogues, oui. Mais ils font leur jeu. Ça leur rapporte énormément d'argent. Par jour, beaucoup d'argent. Alors que c'est le pont. Même à pied, on peut traverser. Même à pied, tu quittes de ce côté, tu vas de l'autre côté. Mais comme il y a eu de côté du Niger, parce que de l'autre côté, le Bénin a déjà ouvert. Depuis février 2024, le Bénin a ouvert son côté. C'est de ce côté-là. Mais moi, je pense que pour soulager les populations, parce qu'il faut aller voir combien les produits coûtent aujourd'hui. Mais les garanties de sécurité aussi sont nécessaires. Non, mais bien évidemment. Mais les garanties de sécurité, c'est ce que j'ai dit aux gens. Aujourd'hui, le parc du W qu'on partage entre les trois pays-là, c'est devenu un sanctuaire pour les terroristes. Malheureusement, on ne peut plus contrôler, ils abattent la faune. Alors, créons les conditions. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on doit se mettre ensemble pour pouvoir les traquer dans ce bois-là. Parce que le parc du W, c'est le Niger, c'est le Bénin, c'est le Burkina Faso. N'est-ce pas? Ils sont là-bas. Quand ils veulent attaquer une localité, ils s'organisent là-bas. Que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina, que ce soit... Mais on doit avoir les moyens pour contrôler ce parc. Mais non, mais bien évidemment, c'est ce que je suis en train de dire, au lieu d'insister sur des questions, comment on appelle ça, économiques, que non, on ne va pas, c'est pas... Ils quittent de là-bas pour venir sur nos territoires à perpétrer leurs attaques et retourner encore dans la même zone. Alors que c'est une zone protégée, le parc du W. Il faut qu'on crée les conditions... Ensemble au niveau de tous ces trois pays-là. Tous ces trois pays-là, pour pouvoir ramener, comment ça s'appelle, préserver ce qui reste encore dans le parc. Parce qu'ils en ont fait leur sanctuaire. Il faut qu'on mette fin à ça. Merci beaucoup, Ousseini Sadibou. Memouna Diado, le ministre a annoncé deux conditions, je l'avais dit tantôt, à accepter par les deux parties, la signature d'un accord de défense et d'un accord de sécurité clair. Quelle est votre opinion à ce sujet? Mais il a tout à fait raison. Parce que, en fait, c'était, je pense que cette question d'insécurité, de sécurité qui a fait en sorte que, jusqu'à présent, la frontière n'est pas ouverte entre le Niger et puis le Bénin. Moi, je pense que c'est juste parce qu'il faut également préserver la quiétude, la sécurité, la paix de nos concitoyens et des deux populations, que ce soit le peuple du Bénin, que ce soit le peuple du Niger. Il ne faut pas se hasarder à ouvrir, à être d'accord à ce que les échanges et autres recommencent entre les deux pays, alors que de l'autre côté, la sécurité n'a pas été prise en compte correctement. Donc c'est tout à fait normal quand ils demandent à ce qu'il y ait des garanties. Parce qu'on ne peut pas aller se lever un bon matin pour dire que d'accord, on est d'accord, il faut vraiment aller sur cette question de réouverture. Mais quelle est la garantie? Parce que demain, il ne faut pas que ça qu'on retombe encore dans d'autres problèmes, dans d'autres situations où les populations vont se dire que l'État ou le gouvernement n'a jamais cherché à résoudre cette situation de sécurité. Moi, je pense que vraiment, il a raison. Vraiment, il a raison. Maintenant, il a dit ses conditions, les conditions du Niger. Maintenant, c'est au Bénin d'étudier ces conditions-là et pour que nous puissions aller vraiment vers la réouverture. Memouna Diado, le nouveau président béninois, Romuald Wadani, était à Niamey pour apaiser les tensions, ce qui a relancé le dialogue. Quel message à l'endroit des deux peuples, rapidement? Le message à l'endroit des deux peuples, c'est que, comme on le dit toujours, les autorités ou bien les hommes politiques partent, mais le peuple... Les nations restent. Les nations restent.
Ça veut dire que nous sommes attachés donc, au peuple béninois, comme le peuple béninois est attaché au peuple nigérien. Nous sommes une même communauté. Donc je pense que nous devrons réfléchir sur le fait que nous sommes une seule communauté pour pouvoir apaiser les choses et aller définitivement vers une solution rapide. Moi je pense que la venue du président béninois au Niger, et d'abord avant même que le président béninois fasse le déplacement sur Niger, c'était une forte délégation nigérienne qui était à l'investiture du nouveau président, dont le Premier ministre. Donc ça veut dire que déjà, les relations... C'est un signal. C'est un signal fort qui a été lancé. N'en disconvient nos tiraillements diplomatiques et tout, mais nous restons quand même un peuple soudé, que ce soit le Bénin et le Niger, c'est la communauté. Merci beaucoup, Maimouna Diado. Abachar Arimi, la visite du président et la participation honorable de la délégation nigérienne à l'investiture du président, est-ce que c'est un symbole? En tout cas, ça a donné un coup de fouet à la reprise des négociations, n'est-ce pas? Ça a permis aux autorités, n'est-ce pas, de mettre chacun de son côté un peu d'eau dans son lait pour pouvoir se parler. Et aujourd'hui, on pense que c'est chose faite, n'est-ce pas? Il reste à régler quelques détails et cette frontière-là sera ouverte. Parce que cette population, on l'a dit en son temps, dans tous les cas, c'est la même population de part et d'autre de nos frontières. C'est valable pour tous les 7 autres pays limitrophes de notre pays. Donc, merci voilà. Pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. La Coupe du Monde 2026 poursuit ses phases de groupe jusqu'au samedi 27 juin, demain. Alors, la compétition entrera ensuite dans sa phase à élimination directe avec les 16e de finale, suivi des 8e de finale, des quarts de finale, pour s'achever à la grande finale le 19 juillet. Ousseini Sajibo, quelle appréciation faites-vous des prestations jusque-là des équipes africaines engagées dans les compétitions rapidement? Rapidement, moi je ne peux pas parler devant Arimi. Qui est le journaliste sportif. Okay. Votre observation? Depuis que ça a commencé, je ne peux pas parler parce que je n'ai pas suivi un seul match. Depuis que ça a commencé, jusqu'à aujourd'hui là. Cela ne diffusait pas. À l'époque, quand même, c'est un événement mondial. Ouais. On doit pouvoir créer les conditions pour qu'on puisse suivre, n'est-ce pas? Même ceux qui ne s'intéressent pas au football, quand ça arrive là, c'est l'occasion là où les gens sont devant leur télé. C'est une passion, c'est un événement mondial. Un événement mondial. Mais aujourd'hui, on se trouve dans une situation où les gens n'arrivent pas à suivre. D'abord, les heures, souvent. 3h du matin, 4h du matin. Mais alors, moi, je te laisse avec Harry. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Senissa. Merci beaucoup, Senissa Jibo. Abachar Arimi, selon vous, c'est quoi la grosse surprise au cours de cette Coupe du Monde 2026? Vous êtes journaliste sportif. Hier, l'Allemagne a perdu contre l'Équateur. C'était inattendu, à mon avis. C'est vrai que l'Allemagne est déjà qualifiée, en fait, pour les 16e de finale. Mais ça permet à l'Équateur d'être 3e de son groupe et d'engager, donc, d'être passé certainement à la phase d'élimination directe. Voilà. Parce que le processus tel qu'il est engagé, vous savez que cette année, c'est 48 équipes qui sont, dont 10 équipes africaines qui participent à cette Coupe du Monde. Parmi les 48, 16 seront délaissés à l'issue de cette phase de groupe et il y aura les 16e de finale directement avec les 32. Donc chacun qui perd un match désormais est largué. Mais à partir de demain, ce sont au moins 16 équipes qui vont quitter. Et malheureusement, ça pourrait être le cas de notre champion, le Sénégal. Et vraiment, c'est ça aussi, ça reste une surprise. Le niveau de jeu à la mondiale comparé aux autres pays? Moi, je pense que c'est assez nivelé. Assez nivelé, ça veut dire quoi concrètement? Assez nivelé, c'est-à-dire c'est le nivellement vraiment par le haut. Aucune équipe n'a été, à mon avis, même contre Seychelles, n'est-ce pas, qui a perdu contre la Côte d'Ivoire hier,
je pense qu'ils ne sont pas aussi ridicules que ça. Du coup, à part en Afrique, c'est l'autre surprise, c'est le cas de la Tunisie, qui est éliminée après avoir pris 9 buts en 2 confrontations. Et ça aussi, c'est un peu décevant, bien sûr, parce que c'est quand même un des grands ténors du football africain, même si ces derniers temps, ce n'est pas le cas. Armi, on va revenir vers vous. Le temps de donner la parole à Memouna pour dire ses impressions. Qu'est-ce qu'il a constaté depuis le début des compétitions? Memouna. Mokhtar, je rejoins Ousseini. À vrai dire, je n'ai jamais suivi un seul match. Parce que, comme il l'a dit, les heures ne concordent pas. Non, en fait, c'est même pas les heures. Parce qu'au moment où, au tout début, moi, je pensais vraiment que la télévision nationale allait quand même diffuser. Mais il s'est trouvé que c'était après un match, 2 matchs ou 3 matchs. Ça a découragé. La télévision avait commencé à diffuser. Je pense que je ne suis plus revenu. En tout cas, je ne me suis plus intéressé à ça. Merci beaucoup. Honnêtement. Maimouna Diado, Abakari Arimi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué au sujet de cette mondiale 2026? Au début, je pensais que avec 48, ça n'allait pas être intéressant. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Nous autres amateurs du ballon rond, oui, on est aussi victimes du décalage horaire. Parce qu'il y a des matchs à 3h. Vous restez jusqu'à 3h, 4h du matin? Quand ce sont les équipes africaines qui jouent, je suis des matchs de 3h du matin, oui. Certainement, parfois, après m'être reposé. En tout cas, je me débrouille pour suivre. Parce que je n'aime pas, quand il y a le direct, je n'aime pas attendre la rediffusion. Tous les matchs sont rediffusés. Aboukarami, laquelle des équipes engagées dans la compétition qui vous a le plus, les prestations qui vous a le plus plu? Je suis peut-être désolé de le dire, mais la 11e équipe africaine, pour parler comme le président de l'Assemblée du Sénégal, c'est quoi la 11e équipe? La France, je crois qu'ils sont très bien. Je crois qu'ils sont très bien partis pour aller très loin. Le champion en titre, l'Argentine, je crois qu'ils sont très solides en ce moment-là. Et donc, dans un mois... Messi a encore les jambes. Il a battu tous les records. Oui, il est rattrapé justement par enchantement par Mbappé, n'est-ce pas, qui est aussi donc le capitaine de l'autre équipe favorite. Donc voilà, l'Allemagne, à mon avis, même s'ils ont perdu hier, ils n'ont pas dit leur nom. En Afrique, la Côte d'Ivoire, le Congo, la RDC, le Maroc, demi-finalistes de l'édition passée, n'ont toujours pas dit leur dernier mot. Je crois que je vais vous couper. Pouvoir Regardez. Se reconcentrer. Et le Niger avait trouvé que c'était cher en fait. Mais avec la réaction de la population, je crois qu'ils ont pris le pouls un peu au niveau de la population. La jeunesse avait envie de regarder et donc l'État a accepté de payer pour tenir compte vraiment de cette jeunesse-là et de nous autres amateurs du ballon, du football rond, et pour pouvoir vraiment diffuser sur la télévision. Vos pronostics, Arimi? Écoutez, je pense que le Maroc va aller loin. C'est très risqué. Mais le Maroc ne va pas quand même gagner la Coupe du Monde. Écoutez, quand je vois l'Allemagne, quand je vois le jeu, je pense que le Sénégal n'a pas démérité, par exemple. La Côte d'Ivoire, ils sont hyper solides. Mais la Coupe risque de venir en Europe, à mon avis. Merci beaucoup, Abakari Arimi. Et nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Ousseini Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci à vous tous, chers auditrices, auditeurs et internautes, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci aussi à la technique assurée par Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.